7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là vous faisons voyager. Guadeloupe, actualité. La situation est chaotique en ce moment en Nouvelle-Calédonie. À l'heure où la révision constitutionnelle sur le dégel du corps électoral est adoptée, le pays est au bord de la guerre civile. Le bilan est déjà très lourd, avec 4 personnes décédées en 48 heures, dont une personne blessée par balle à Nouméa et un gendarme touché par un tir dans le secteur de Plume. Pour les 2 autres victimes, les conditions de leur mort sont pour l'heure inconnues. L'état d'urgence décrété par Emmanuel Macron est entré en vigueur ce mercredi à 20h, heure de Paris. Le ministre de l'Intérieur a annoncé aussi avoir assigné à résidence 5 indépendantistes radicaux appartenant à la cellule de crise de coordination des actions de terrain. Et notez que l'état d'urgence implique le déploiement de l'armée pour sécuriser les ports et l'aéroport. Des perquisitions administratives aussi seront menées par les forces de l'ordre dans très peu de temps, d'ailleurs immédiatement. Le gouvernement français a aussi décidé de bloquer le réseau social TikTok pour isoler les manifestants. Des Kanaks en lutte qui sont attaqués par des milices pro-loyalistes qui tirent sur les barrages à balles réelles. C'est ce qu'explique Floranda Nirikani, une indépendantiste qui n'entend pas céder à la peur. Regardez. Il y a la milice qui tourne, des gens avec des armes, et puis qui tirent. Donc, nous n'avons pas d'armes. Et puis, on dit qu'on continue à garder les positionnements. Donc, du coup, on est toujours sur les barrages. C'est ça la consigne. Et puis, on continue de maintenir, en fait, la résistance. Mais comme ça, vous êtes informés, puis vous passez le message qu'il y a des gens qui sont avec des armes et puis qui impressionnent là. Donc, du coup, là, nous, on est dans la vallée du tir. On va s'organiser. Et pour l'instant, on est... Je ne vais pas dire on est surpris. Mais voilà la réalité. Donc nous, on va s'organiser pour faire les choses qu'il y a à faire. Mais c'est juste... Oui, on sait ce qui s'est passé. On sait ce qui s'est produit hier. On va assumer tous ensemble. Mais là, la milice, elle tourne avec des armes. Voilà. Une milice pro-loyaliste, visiblement, qui s'en prend donc aux manifestants sur les barrages. On rappelle effectivement que 3 manifestants ont déjà perdu la vie en 48 heures en Nouvelle-Calédonie. Et ici, en Guadeloupe, les autorités dressent le bilan de l'opération PlaceNet XXL. Ces opérations ont conduit à contrôler plus de 3600 personnes et relevé au total plus de 360 infractions. De nombreuses amendes forfaitaires délictuelles ont été délivrées, des armes et des stupéfiants découverts, des résultats intéressants pour les forces de l'ordre. Regardez. On voulait échanger avec vous ce matin, c'est faire le bilan de ces 4 semaines d'opération PlaceNet. Elles ont eu un effet massif. D'abord, les opérations PlaceNet, c'est près de 2000 gendarmes et près de policiers qui ont été engagés. C'est 75 interpellations, c'est plus de 50 gardes à vue, c'est 450 infractions qui ont été relevées. Oui, l'effet est massif. Alors, comment on le mesure? On a regardé effectivement comment la délinquance a évolué sur les 4 semaines de ces opérations PlaceNet par rapport au niveau général de la délinquance. Et on observe qu'il y a une baisse. Il y a une baisse en délinquance générale, il y a une baisse sur ce qu'on appelle les AVI, c'est-à-dire les violences contre les personnes, il y a une baisse en matière d'atteinte aux biens, il y a notamment des baisses très marquées en matière de vol à main armée, notamment avec armes à feu, et des baisses en termes de cambriolage. Donc l'objectif est atteint, l'objectif était effectivement, vous l'avez dit, de mettre un coup d'arrêt à une délinquance qui était en hausse depuis
quasiment la sortie effectivement du Covid 2023-2024. On constatait effectivement une hausse de cette délinquance. On a, me semble-t-il, des résultats qui sont très positifs, avec plus de 48 individus interpellés. Au cours d'une opération de contrôle, le 3 et le 4 mai, nous avons interpellé en flagrant délit des individus auteurs de vol à main armée, qui par la suite d'ailleurs, je tiens à le signaler, ont été lourdement condamnés par le tribunal judiciaire. Ceci pour dire que c'est l'ensemble de la chaîne pénale qui a été concernée par ces opérations Place Nette et qui a donné des résultats intéressants. Ces modes d'action ont porté leurs fruits puisqu'on a quand même saisi plus d'une vingtaine d'armes, beaucoup de stupéfiants et interpellé environ une cinquantaine de personnes. Donc qu'est-ce qui va se passer maintenant après ce coup d'arrêt? C'est qu'on va embrayer sur un certain nombre de mesures. D'abord, le préfet Lalanne, qui est venu avec le ministre de l'Intérieur, travaille sur un contrat de sécurité. C'est un travail qui nécessite une concertation longue où je rencontrerai chaque maire, le délégué à la sécurité, les polices municipales, il y a 314 policiers municipaux. Je les rencontrerai à chaque fois 3 fois. C'est assez méthodique. Ensuite, après les avoir rencontrés à l'échelon communal, je ferai des réunions intercommunales et d'arrondissement. Après, il faut du temps parce que la prévention va nécessiter de faire un travail collégial avec les services sociaux des communes, le conseil départemental, la CAF, l'éducation nationale et la protection judiciaire de la jeunesse. D'où la nécessité d'avoir ce délai raisonnable d'écriture qui est de 6 mois. Et enfin, c'est une action au long terme. Ce n'est pas un contrat qui a un effet immédiat. Il lui faudra 5 à 6 ans pour produire des effets. Et les négociations annuelles obligatoires dans le secteur pétrolier ont débuté aujourd'hui. Une reprise du dialogue social qui devrait déboucher sur un accord. Encore faut-il que les parties s'entendent sur les 9 points de revendication. Regardez. Eh bien, là, nous avons effectivement convoqué par représentant patronal des gérants des stations-service pour négocier dans le cadre des NAO 2024. Puisque, comme nous tous savons, depuis 8 ans, nous n'avons jamais cessé pour nous façader, pour discuter. Donc, tout le monde a rappelé les actions que nous menons le 2 mai. Permettez-nous d'obtenir effectivement un rendez-vous. Nous mettons en place un calendrier là qui a démarré bon matin là. On a espéré que le dialogue là qui est apaisé et qui est franc et que nous puissions tomber en un accord équilibré. Parce que ça, nous avons dit, c'est que sans entreprise, pas de salarié, et sans salarié, pas d'entreprise. Bon. Et par le passé, et d'ailleurs, Katien Carabé aussi, M. Ruben et M. Pinard, nous toujours arrivés à discuter, même là où nous battons d'accord, en un certain nombre de points. Donc ça, c'est important. C'est que nous ne sommes pas obligés d'accord en les tout but, mais l'essentiel, c'est que nous arrivons à faire un bout de chemin ensemble, nous arrivons à tomber d'accord à un minimum de vitesse et que nous avançons. Donc, ça fait nous effectivement en proposition en les 9 points, donc nous pouvons étudier point par point et en cas penser que nous pouvons trouver un accord très rapidement. Son point de départ, nous pouvons parler d'avancer, son point de départ qui permet de rejoindre effectivement le syndicat salarié et le syndicat patronal de manière à ce que nous discuter sur les 9 points qu'elle nous posait. Nous espérons qu'il y ait répondre à les points qu'elle nous posait, puisque nous savons qu'elle est en réunion tous ces derniers temps-là. Donc nous pensons que c'est une journée-là, il y a une volonté, bien évidemment, d'apporter réponse et solutions aux plateformes de revendication qu'elle nous posait. Un reportage de Michel Depape. Et le conseil départemental signe un nouveau contrat pays, cette fois-ci avec la ville de Pémao. 14 millions d'euros sont engagés pour l'attractivité du territoire, des aménagements, de la culture et de l'insertion. Regardez. Aujourd'hui, on a signé un contrat pays avec 35 projets dans le domaine de la culture, l'aménagement du territoire, l'insertion, le sport. C'est pratiquement près de 14 millions d'euros entre les investissements propres du département et aussi les accompagnements pour le plan de financement des différents projets de la ville. Donc c'est une très bonne chose puisqu'on a vu, c'est dans le prolongement de nos actions, d'autant plus qu'on a vu qu'il y a beaucoup d'infrastructures d'aménagement culturel
et également sportif, d'autant plus que nous mettons en place un plan de cohésion territoriale pour les jeunes, donc c'est en lien, c'est en étroite coordination, et tout cela doit pouvoir donner encore plus d'attractivité et de possibilités d'activité pour nos jeunes. Nous avons retenu un certain nombre d'axes, et vous l'avez dit à l'instant, nous sommes sur le champ de l'attractivité du territoire, avec des projets en termes d'aménagement, en termes de culture. Nous sommes sur l'insertion aussi également, puisque vous le savez, le conseil départemental agit essentiellement sur l'humain, c'est sur toutes les formes de solidarité. Nous sommes dessus aussi également avec des exemples, en exemple chantier d'insertion, au niveau des cultures. Nous avons un certain nombre de projets que nous mettons en place, la bibliothèque que nous souhaitons aménager, également réhabiliter, faire des travaux, des espaces, le centre social de Moudong. Là, on est vraiment sur de l'humain, on est à la fois sur un pendant culture, mais aussi on pense à l'éducation de nos jeunes là-dessus. Notre littoral aussi également, vous l'avez vu, nous avons démarré. Nous allons intervenir sur le port de pêche, mais également sur le stade de manière conséquente, d'autant plus qu'il faut qu'il puisse y avoir un stade homologué FIFA. J'ai entendu le président de la Ligue dire qu'il n'y a pas de stade au niveau de la Guadeloupe, donc ce projet donc, de Bémaro va pouvoir permettre cet agrément, et aussi les autres infrastructures donc, de quartier qui, dans le cadre de la cohésion sociale, ont toute leur importance. Il s'agira pour nous, puisque quand on a ça, ça correspond pratiquement à un PPI, le PPI de la ville qui est connu déjà. Ce ne sont pas des choses qui arrivent aujourd'hui. Hein. Nous avons un PPI et nous voulons faire en sorte que ces actions puissent aboutir d'ici l'horizon 2026-2027. La communauté d'agglomération Cap Excellence, elle souhaite lutter plus amplement contre la montée des eaux lors de gros épisodes pluvieux sur son territoire. Et dans ce cadre, les élus affinent le PAPI, le programme d'action de prévention des inondations. Regardez. En matière d'inondation par précipitation intense, le territoire de Cap Excellence est un périmètre en jeu. Parce que ce qu'il faut savoir, au niveau des inondations intenses, donc un tiers de la population et 2 tiers des entreprises, des activités économiques sont impactés par ce phénomène-là. On va commencer par la zone à risque autour de l'écriture de crue de Petit Pérou, c'est-à-dire Carac, Terrasson et Salle d'Asile. Et donc ça va consister à pouvoir accompagner les résidents, les bâtis qui se trouvent dans les secteurs à risque, pour pouvoir aménager des parties refuges, pour qu'on puisse sortir en cas d'inondation ces sujets, qu'on puisse les mettre à l'abri, mais aussi pour pouvoir mettre en place ce qu'on appelle des barres d'eau et des batailles d'eau pour pouvoir protéger. Donc il y aura plusieurs types d'actions à ce niveau-là. La région, elle intervient, mais déjà en amont, puisque d'une manière anticipée au nouveau PAPI, elle avait déjà voté un financement sur ses fonds propres d'un peu plus de 30 000 € pour un ouvrage à Petit Pérou. C'est tout naturellement en fait que nous sommes là pour bien entendu assurer un suivi, être également en appui technique aux autres partenaires, avec les autres partenaires, et puis mettre en fait à la disposition les directions qui travaillent sur différents domaines, notamment la biodiversité au sein de la région. Nous avons la région, nous avons la ville des Abîmes, la ville de Bémaro, la ville de Pointe-à-Pitre et bon nombre de partenaires pour pouvoir financer ces 16,9 millions d'euros jusqu'à 2029, et donc il y aura toute une série d'actions. C'est ça le PAPI pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse agir sur la vulnérabilité des bâtis en matière de risque d'inondation. Et maintenant, nous parlons du projet Eau de l'Espoir initié par le Rotary Club de Pointe-à-Pitre, et à cet effet, je reçois son président Jean-Luc Edom. Bonsoir Monsieur Edom. Bonsoir Harold. Et nous sommes aussi en compagnie d'Abdoulaye Traoré, qui est chef de projet L'Eau de l'Espoir. Bonsoir Monsieur Traoré. Bonsoir Harold. Alors bon, il ne se passe pas un mois sans que le Rotary effectivement mette des actions caritatives en place. Alors cette fois-ci, de quoi s'agit-il, ce projet Eau de l'Espoir ?
Oui, alors c'est un projet qui nous tenait à cœur, qu'on travaille dessus depuis 2 ans. Il s'agit effectivement de la réalisation d'un forage, puis dans un village de Côte d'Ivoire, et qui nous a permis de faire une action avec un club Rotary d'Abidjan, la RC Elite, et effectivement on a pu bénéficier de la cheville ouvrière du projet, qui est Abdoulaye Traoré, qui est venu avec moi, qui travaille sur ce projet depuis 2 ans. Je pense qu'il pourra nous en dire un petit peu plus. Alors avant d'en venir sur le projet, on sait que le Rotary évolue beaucoup en local, on a des actions un peu toute l'année. Oui. Et est-ce que c'est fréquent que vous alliez justement jusqu'à l'international, puisqu'on sait qu'il y a des Rotary un peu partout? Alors, on a déjà eu l'occasion de faire des actions dans le bassin caribéen. Alors, c'est souvent lié aux catastrophes naturelles, donc en termes de solidarité. Pour le club de Pointe-à-Pitre, c'est une première, une action à l'international qui doit en amener d'autres, puisque le Rotary fonctionne sur des fonds qu'on peut mobiliser, notamment liés à la fondation, et qu'on peut mobiliser, et que nous, on espère pouvoir mobiliser à partir de cette action phare, qui est une première, et qui devrait en amener d'autres. Alors, M. Traoré, justement, est-ce qu'on peut dire que les Rotary de nos 2 zones sont maintenant jumelés? Alors, justement, pour compléter ce que dit mon président, c'est le premier club caribéen qui fait un pont avec un club de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Et donc, ce projet, comme il a dit, a été concocté depuis 24 mois. Et nous étions du 1er mai au 12. Et nous avons vraiment... ils ont aimé. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Le premier, donc, nous sommes arrivés à Abidjan. Donc, accueil excellent, profond, très émotif. Et je pense qu'ils ont aimé. Oui, effectivement. Ouais. Comme j'ai eu l'occasion de dire à la télé ivoirienne, puisque nous avons été vraiment reçus. Bien reçus? Bien, vraiment très 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 bien reçus. Un retour aux sources. Alors, j'ai eu l'occasion de leur dire que l'eau nous avait désunis pendant une époque, et aujourd'hui, l'eau nous unit, c'est l'eau de l'espoir. Et je pense aux Guadeloupéens, quand on connaît des semaines sans eau, on voit la difficulté. Et là, quand vous arrivez dans un village qui correspond à la population de la Désirade, comme ça on va mettre le truc, à peu près 1500 personnes, et qui vivent effectivement sans eau courante, et vous leur amenez cet élément vital, eh bien on vous fait la fête, on vous donne tout ce qu'ils n'ont pas, et on vous donne en fait de l'amour à ne plus en vouloir. Et je pense que la délégation qui était présente, les 12 personnes, on a passé un excellent moment, parce que ces gens-là nous ont beaucoup appris. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, nous, on a fait le don d'amener l'eau, et on a reçu au centuple ce qu'on a donné, une vraie leçon de vie. C'est-à-dire que nous, on manque pendant une semaine, on voit que c'est compliqué, et là, vous réalisez effectivement que... c'est leur mode de vie. Voilà, qu'on va changer, qu'on va leur permettre effectivement d'avoir accès à l'eau, permettre aux enfants d'avoir accès à des conditions optimum. Mais ceci étant, il y a une dignité. J'ai vu une dignité et une joie de vivre dans la simplicité qui faisait chaud au cœur. Alors on sait effectivement que l'Afrique est vaste, beaucoup plus vaste que ce qu'on imagine. Autant certaines zones sont urbanisées et ne manquent de rien, autant il reste encore beaucoup de petits villages de cette nature qu'on peut aider justement à se développer. Justement, alors donc Agen Télégraphe est à 40 km d'Abidjan. Et donc, c'est un village enclavé, puisque pour y accéder, il faut arriver à Mengerville, qui est une petite bourgade à côté d'Abidjan, et on prend une pinasse. Une pinasse, c'est une pirogue. D'accord. Voilà, un bateau moteur, et pour y accéder, et j'avoue que c'est pas évident. Il y a certains Rotariens qui, c'était leur première fois de pouvoir prendre un bateau. Bon, il y a certes certains bateaux ici, bon, je ne vais pas citer de nom, mais vraiment c'était assez... rupestre et bon, original. Voilà. Et quand on arrive dans ce village où il y a 1500 âmes, 3 ethnies, Aïzi, Nzima et Bambara que vous devez connaître, et j'avoue que qui vivent en parfaite harmonie, et c'est vraiment l'eau qui leur manquait pour pouvoir s'en sortir. Et j'avoue que c'était une situation particulière où vraiment on est revenu, on revient de là-bas avec... voilà quoi. Ouais.
Beaucoup de choses en fait, beaucoup de choses à raconter. C'est vrai qu'on est encore sous le coup de l'émotion, vous le comprendrez. A priori, au mois de juin, on va essayer de faire une restitution avec un petit film avec nos amis sur lequel on s'est jumelé, donc le RC Élite voilà. Abidjan, puisque en fait les actions rotariennes se font justement à l'international entre plusieurs clubs et qui effectivement unissent leurs forces, leur réseau, une devise qui est servir d'abord et sur des axes stratégiques. Et l'eau, justement, l'hygiène et la prévention des maladies sont deux axes stratégiques importants du Rotary qui ont été mis en œuvre. Et cette année, c'était de redonner l'espoir, d'où le fait qu'on s'est dit que comment mieux redonner de l'espoir aux gens que de leur permettre d'avoir accès à de l'eau qualité aux normes OMS. Eau potable. Ouais, on est d'accord. Donc, je voulais rajouter par rapport à ce que dit mon président que ce voyage, en fait, c'était sur 4 points, 4 axes essentiellement. D'abord, la fraternité, la solidarité. Également, sur le plan culturel, puisque l'Afrique et la Caraïbe, nous sommes pareils. Également, cultuel, le vaudou, les mini-vini, enfin, on est pareil. Également, le réseautage, le côté économique, puisqu'il faut faire un pont. On a besoin de vous. On est d'accord. Et comme eux, ils ont besoin de nous. Donc, ce qui fait qu'avec ça, je pense que dans un futur proche, très très proche, on pourra faire un pont entre eux et nous. Même si je suis d'origine ivoirienne, mais ça fait plus de 25 ans que je suis là, en cas de choqué, en cas de parler créole, pas de problème. Hein. Et donc voilà, donc là, on a jeté les bases. Et là, il faut pousser effectivement plus loin. Tout à fait. Oui, voilà. puisque en fait, vous avez vu, on est complémentaires, donc on fonctionne très bien ensemble. C'est-à-dire qu'on a eu le plaisir de faire la rencontre de l'association des Antillots guyanais de Côte d'Ivoire. Et cette association est plus ancienne que l'indépendance de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que nous avons des Guadeloupéens qui sont déjà en Côte d'Ivoire, qui nous ont reçus. Et d'ailleurs, nous avons commémoré le 11 mai la fin de la traite négrière avec des professeurs. Et notamment, justement, on a discuté sur les travaux d'Emmanuel Gordien, qui va permettre à Capesterre, puisque nous sommes tous les deux en lien sur Capesterre aussi. Donc si c'est M. Gordien, c'est généalogie ? Oui, exactement, CM98, donc qui est très connu en Côte d'Ivoire, qui a fait un gros travail avec la Côte d'Ivoire aussi. Et à Capesterre, le 27 mai, il y aura le mur des noms. Et alors, c'était pas volontaire, et on a trouvé cette passerelle en Côte d'Ivoire où on a parlé, etc., des noms, des villages, et on a pu visiter une stèle du non-retour. Kakwanyazé, c'est à 60 km d'Abidjan, non, 160 km d'Abidjan. 160 km d'Abidjan, où en fait on déportait les esclaves en fait pour les laver. Ensuite, on les acheminait par le bateau du Bandama jusqu'à l'embouchure de Grand Laou. Et de là, ils partaient soit vers Gorée, après la route le chemin de non-retour. Voilà. C'était assez émouvant. Enfin, pas pour moi, puisque moi je suis de là-bas, mais pour lui, c'était. Oui, on imagine fort bien. Ouais. Non, j'avoue. Mais de toute façon, à chaque fois que j'en parle, j'ai la chair de poule, j'ai les larmes aux yeux. J'ai passé un moment extraordinaire. On a respiré l'air de nos ancêtres, hein, qu'on le veuille ou pas, et ça fait quelque chose. Et j'ai retrouvé des amis que je pensais qui étaient au Bénin, mais qui en fait sont en Côte d'Ivoire, notamment David Rumeau, qu'on effectivement. Peut saluer. Comment ça va pour lui d'ailleurs ? Ça va bien, ça va. Justement, toujours en cuisine ? Toujours en cuisine. Il fait partie des pionniers. Mais justement, on n'a pas pu le rencontrer parce qu'il était à Yamoussoukro pour une séance culinaire. Mais sinon, il nous a embrassés. Mais voilà, par téléphone. Voilà, tout à fait, voilà. C'est déjà ça. Oui, exactement. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur ce plateau ce soir, nous parler donc de cette opération de l'espoir que vous avez menée donc dans un petit village en Côte d'Ivoire où vous avez effectué un forage pour leur emmener justement l'eau potable. Vous voyez le jumelage qui est en train de se créer, c'est un peu les prémices de ce qui va se faire à plus large échelle, je pense, entre la Caraïbe et l'Afrique. En tout cas, merci pour le travail que vous opérez au sein du Rotary. Et merci pour la visite de monsieur Traoré.
Merci, Oui, à bientôt. Il fallait nous dire Aquaba. Aquaba. Voilà. Et Capester représente. Et Capester représente toujours. Oui, c'est le plus capestérien des Ivoiriens. Je vois ça. C'est juste pas possible. Et il a parlé créole mieux qu'il nous. Et il a marqué en plus. C'est comme ça que c'est bon. Exactement. Merci encore. Merci Harold. Okay. Et afin d'aider les gîteurs à valoriser leur hébergement, la ville des Abîmes organise des sessions de formation, de quoi les préparer à mieux recevoir et obtenir des étoiles et autres reconnaissances pour leur qualité de service. Le reportage. Vous savez que le territoire de la ville des Abîmes est un territoire attractif, dynamique, mais sur lequel il n'y a pas d'hôtel. Donc beaucoup d'Abîmiens ont eu la très bonne idée d'investir dans des hébergements touristiques, que ce soit des villas, que ce soit des gîtes, des appartements, des studios, des bungalows. Et il était donc important pour nous de bien les accompagner pour valoriser leur hébergement. Le but, c'est de pouvoir travailler avec certains hébergeurs qui ont le projet d'hébergeur ou encore qui sont dans la dynamique d'un hébergement touristique, afin de leur permettre de valoriser leur hébergement, mais aussi de leur expliquer comment faire pour obtenir une étoile, pour monter en compétences, en gamme, pour mieux valoriser leur hébergement et leur proposer à la clientèle. Le point important concernant le classement de meublé de tourisme, c'est qu'il faut voir les avantages. Alors les avantages, pour l'instant il y a encore des avantages de fiscalisation, mais ça va peut-être pas durer longtemps. Ça a déjà commencé d'ailleurs à s'amenuiser. L'autre aspect important, c'est en matière de commercialisation, en matière également d'agence nationale des chèques vacances, mais c'est également pour la taxe de séjour, puisqu'elle est fixe lorsqu'on est classé, alors que lorsqu'on n'est pas classé, c'est une taxe qui est proportionnelle, donc c'est un pourcentage du chiffre d'affaires qui est calculé. L'intérêt du classement, c'est aller vers la qualité, c'est prendre conscience des enjeux de durabilité, mais également d'accessibilité que peuvent avoir les hébergements, et c'est de faire en sorte de monter toujours en gamme et de satisfaire de plus en plus l'expérience client, qui est capitale pour le développement touristique de la destination Guadeloupe. Et je renouvelle, bien sûr, de mon passage sur Canal 10 pour dire aux Abîmiens, lancez-vous, vous serez accompagnés, la ville est là pour intervenir et vous mettre à disposition des conseillers, des experts pour que vous puissiez avoir de superbes hébergements. Mais il existe déjà des hébergements que je visite qui sont de très grande qualité et qui ne sont peut-être pas encore avec des étoiles, qui n'ont pas encore des étoiles. Donc voilà, les étoiles, c'est important. Et puis nous avons une population aussi vieillissante. Donc tout ce qui est label tourisme et handicap, etc. Nous sommes là pour accompagner car nous avons une très belle ville et elle mérite à être découverte. Un reportage de Vianney Valverde. Et on part pour la cérémonie d'éponymie du lycée hôtelier du Gosier. L'établissement scolaire porte désormais le nom de Violette Chaville, la reine des cuisinières de Guadeloupe, qu'elle a dirigée pendant 20 ans. L'Atrium, lui, rend hommage à une autre grande dame de la gastronomie locale, en l'occurrence Carmélite Jeanne. Le reportage. Nous sommes au lycée hôtelier du Gosier qui aujourd'hui porte le nom de Violetta et la salle Atrium le nom de Jeanne. Ça a été une volonté depuis très longtemps. Je me disais quand même, ces deux grandes dames qui ont beaucoup fait pour l'art culinaire en Guadeloupe ne sont pas reconnues. Et je sais que l'association de C-Félix se bat depuis tantôt pour pouvoir reconnaître Jeanne. Donc c'est tout à fait normal que j'ai présenté aux élus de la région ces deux noms. Ensuite, il y a eu la communauté scolaire avec le proviseur qui ont discuté en conseil, qui ont choisi effectivement plusieurs noms. Et Violetta et Jeanne sont sortis largement en tête. Et donc nous avons fait que suivre ces propositions. En tant que fils, il est évident que je suis heureux pour elle et aussi que la Guadeloupe reconnaisse, comme je l'ai déjà dit, nos héros. Aller chercher ailleurs ce que nous pouvons avoir chez nous, ce que nous avons chez nous. Je pense que c'est surtout quelque chose d'économique pour chacun d'entre nous. Vous connaissez quelqu'un qui ne mange pas, vous? Voilà. Donc quelqu'un qui est bien accueilli, qui mange bien, effectivement, je pense qu'il peut revenir. Mais aussi, il n'y a pas que la cuisine. Il y a aussi l'hôtellerie. Si on parle d'économie, oui. Donc pour nous aujourd'hui, c'est
permettre à notre jeune génération, nous avons beaucoup de jeunes qui font leur formation en hôtellerie-restauration, je pense à ceux qui sont passés, Bibrac, les riches et bien d'autres. Et aujourd'hui, ces jeunes sauront que ces deux personnes ont été vraiment les piliers de l'art culinaire en Guadeloupe. Accra, bouillon de poisson, ragoût de cabri. Et comme je l'ai dit aujourd'hui aussi au proviseur et à Mme Bono Galas, qui est effectivement l'élu délégué aux affaires scolaires à l'éducation, qu'il faudrait que dans tous les lycées de Guadeloupe, les salles de classe portent le nom d'une personne, d'une personnalité qui a fait pour la Guadeloupe. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.